Bonjour, je vais vous présenter l'item 300 sur la tumeur du corps utérin ou tumeur de l'endomètre. C'est le premier cancer gynécologique pelvien de la femme. Avec plus de 8200 nouveaux cas par an en France, il se situe au 4e rang de cancer, juste après le cancer du sein, du côlon et du poumon. Il touche surtout les femmes après la ménopause avec un âge médian au diagnostic de 69 ans. C'est une tumeur de bon pronostic avec une survie à 5 ans supérieure à 70%. Les facteurs de risque de développer un cancer de l'endomètre sont multiples. On retrouve l'exposition prolongée aux œstrogènes, non compensée par la progestérone. Pour rappel, l'œstrogène et la progestérone sont des hormones produites par les ovaires. En l'absence de progestérone, la muqueuse de l'utérus se développe par excès sous l'effet des œstrogènes. On retrouve donc parmi les facteurs de risque la prise d'œstrogène seul, utilisée parfois lors du traitement substitutif hormonal chez les femmes ménopausées, la prise de tamoxifène, qui est utilisée pour le traitement du cancer du sein, la puberté précoce et la ménopause tardive, le fait d'avoir eu peu d'enfants, la nulie ou la pauciparité, et enfin le syndrome des ovaires polykystiques. On retrouve aussi les facteurs de risque cardiovasculaires comme l'obésité, l'hypertension artérielle ou le diabète. Et il ne faut pas oublier les prédispositions génétiques qu'on retrouve dans le syndrome de Lynch ou encore le syndrome de Coden. Il est important de différencier les deux types histologiques. On a l'adénocarcinome de type 1 avec les adénocarcinomes endométrioïdes qui sont œstrogènes dépendants, peu agressifs et bien différenciés. Et on a les adénocarcinomes de type 2 qui eux ne dépendent pas des œstrogènes, qui sont de diagnostic plus tardif et de moins bon pronostic. On retrouve l'adénocarcinome papillaire séreux, l'adénocarcinome à cellules claires et le carcinosarcome. Les signes cliniques devant faire suspecter une tumeur de l'endomètre sont la métrorragie post-ménopausique dans la majorité des cas, mais on peut aussi retrouver d'autres signes cliniques, comme la ménorrhagie dans un quart des cas, qui est un saignement utérin anormal au cours des menstruations, une hydrorrhée, qui est un écoulement de liquide clair par la cavité utérine, une pyorrhée, où là c'est un écoulement de pus. Plus rarement, on peut retrouver des manifestations cliniques des métastases, comme des douleurs osseuses lors de métastases osseuses, ou par exemple une gêne en hypocondre droit lors de métastases hépatiques. La tumeur de l'endomètre peut aussi être de découverte fortuite. Par exemple, sur l'analyse d'une pièce d'hystérectomie réalisée pour une pathologie utérine présumée bénigne, sur un examen d'imagerie réalisé pour une autre pathologie, où on va retrouver un épaississement de l'endomètre anormal ou bien des lésions métastatiques, et enfin sur les frottis cervico-utérins de dépistage du cancer du col de l'utérus, qui là va retrouver une atypie des cellules glandulaires. Donc devant une suspicion de tumeur de l'endomètre, on va réaliser un examen gynécologique. On va faire un examen au spéculum qui va permettre de bien voir le col utérin. Ça nous permet premièrement de constater que les saignements proviennent bien de la cavité utérine et non du col ou du vagin. Et ça nous permet de bien dégager le col pour pouvoir éliminer un cancer du col utérin associé ou bien une extension cervicale du cancer de l'endomètre. On va ensuite réaliser un toucher vaginal qui va nous permettre d'apprécier la taille et la mobilité de l'utérus. Souvent dans les cancers de l'endomètre, l'utérus sera gros, globuleux et de consistance molle, mais il se peut aussi qu'il soit atrophié et tout petit. Concernant la mobilité de l'utérus, on va s'assurer que l'utérus est mobile ou bien savoir s'il est induré et rétracté par l'envahissement tumoral des paramètres. On va ensuite devoir prouver l'existence de la tumeur endométriale par une preuve histologique. Pour cela, on va commencer par une biopsie de l'endomètre, soit une biopsie à l'aveugle, par la pipelle de Cornier, ou bien guidée par un hystéroscope souple. Si la biopsie revient positive, on a le diagnostic de tumeur de l'endomètre. Si par contre la biopsie revient négative ou est non analysable et que la suspicion clinique reste forte, il va falloir aller plus loin et réaliser ce qu'on appelle un curetage de l'endomètre. Ici, une illustration des outils utilisés. Donc à gauche, on a la pipelle de Cornier, qui est un petit tube en plastique que l'on va introduire dans l'utérus et qui va permettre de récupérer une partie de l'endomètre par un système de piston. Et puis à droite, on a un hystéroscope souple. Si les résultats de la biopsie ne sont pas concluants, il va falloir aller plus loin. On va réaliser ce qu'on appelle une hystéroscopie opératoire. Elle a lieu à l'aide d'un hystéroscope rigide au bloc opératoire et se réalise le plus souvent sous anesthésie générale. Le médecin va dilater le col de l'utérus, insérer l'hystéroscope et remplir la cavité utérine soit de gaz, soit de liquide afin d'expandre l'utérus et d'en faciliter l'examen.
Ça permet de voir directement les lésions à biopsier et permet aussi de regarder un peu l'extension de la tumeur. Ensuite, devant toute suspicion de tumeur de l'endomètre, il va falloir réaliser une échographie pelvienne pour permettre d'analyser l'utérus. On va pouvoir faire une voie suspubienne où la sonde de l'échographie est posée sur le ventre de la patiente et ensuite on va utiliser la voie endovaginale où là la sonde va être introduite dans le vagin et permet une analyse plus précise de l'utérus et de ses paramètres. Si à l'échographie l'épaisseur de l'endomètre est inférieure ou égale à 4 mm, la suspicion de cancer est faible. Par contre, si l'épaisseur est supérieure à 4 mm, il faut continuer les investigations. Il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Doppler de l'échographe afin d'apprécier la vascularisation de l'endomètre. Voici une illustration. Ici, on a une coupe sagittale de l'utérus. C'est une échographie qui est réalisée par voie endovaginale. Et on retrouve un épaississement de l'endomètre qui est suspect et qui est hypervascularisé au Doppler. Une fois qu'on a eu la confirmation histologique qu'il existait bien une tumeur de l'endomètre, on va pouvoir commencer à réaliser le bilan d'extension. On débute par un bilan d'extension loco-régional qui se fait par IRM pelvienne. Elle va permettre d'analyser l'anatomie des organes du petit bassin, l'utérus, les ovaires, les trompes, les vaisseaux pelviens et le fond de la cavité du péritoine. Elle permet de bien visualiser la tumeur et de pouvoir préciser son extension. Attention, l'IRM ne doit pas être utilisé pour le diagnostic positif. Il fait partie du bilan d'extension. Ici, la classification FIGO qui permet de stadifier le cancer de l'endomètre. C'est une diapositive qui vous est donnée à titre indicatif. Elle n'apparaît pas dans vos objectifs d'apprentissage de rang A et B. C'est surtout pour différencier le stade FIGO 2 et le stade FIGO 3. Le stade FIGO 1 et 2, ce sont des tumeurs qui restent limitées au myomètre, alors que les stades FIGO 3 et 4, ce sont des tumeurs qui vont s'étendre au-delà du myomètre, avec une atteinte de la séreuse utérine, un envahissement des paramètres, du vagin et un envahissement ganglionnaire. À l'IRM, un endomètre normal se présente comme un fin liseré en hypersignal T2 qui prend le contraste. La tumeur endométriale, elle, se présentera sous la forme d'une masse ou bien d'un épaississement endométrial diffus, qui sera en signal T2 intermédiaire, en hypersignal diffusion avec restriction ADC, et sur les séquences injectées, une prise de contraste modérée. Ici une illustration. Donc on a une coupe sagittale pondérée en T2, où on retrouve un épaississement de l'endomètre diffus en signal T2 intermédiaire, qui envahit le myomètre, mais qui respecte le col. C'est donc une tumeur classée FIGO 1. On peut compléter notre bilan d'extension à la recherche de métastases. On les recherchera soit sur un scanner thoraco-abdominopelvien ou bien sur un TEP scanner. Attention, ce bilan d'extension n'est pas systématique pour toutes les tumeurs de l'endomètre. On l'utilisera soit pour les adénocarcinomes de type 2 ou bien pour les tumeurs de l'endomètre FIGO 3 et 4, c'est-à-dire des tumeurs qui s'étendent au-delà du myomètre. Ici un TEP scanner qui nous montre une atteinte métastatique d'une tumeur de l'endomètre. On a un envahissement de la surrénale gauche que vous pouvez voir représenté par la flèche orange. Et on a une atteinte ganglionnaire avec un envahissement des ganglions aortico-caves et des chaînes iliaques représenté par la flèche jaune et par les cercles verts et bleus. Donc, devant une suspicion clinique de tumeur de l'endomètre, souvent devant des métrorragies post-ménopausiques, il faut réaliser une échographie pelvienne et une biopsie de l'endomètre. Si la biopsie de l'endomètre est positive, on a la confirmation diagnostique qu'il y a bien une tumeur de l'endomètre et il faut réaliser un bilan d'extension. Si la biopsie est négative, mais qu'on a une échographie anormale, ou bien une échographie normale, mais avec une persistance des saignements chez la patiente, il faut continuer les investigations et réaliser un curetage de l'endomètre. Si le curetage de l'endomètre est positif, là aussi on a une confirmation diagnostique de tumeur de l'endomètre et il va falloir réaliser le bilan d'extension. Toutes les tumeurs de l'endomètre doivent avoir une IRM pelvienne afin de pouvoir stadifier la tumeur. Si c'est un stade FIGO 1 ou 2, c'est-à-dire une tumeur qui est limitée au myomètre, il n'y a pas besoin de continuer le bilan d'extension, à l'exception, comme on l'a vu, des adénocarcinomes de type 2, et on va pouvoir directement instaurer un traitement. Par contre, si c'est un stade FIGO 3 ou 4, ou bien un adénocarcinome de type 2, il faut
faire un bilan d'extension plus complet et réaliser donc soit un scanner, soit un TEP scanner à la recherche de métastases. Parfois, on peut aussi faire une IRM hépatique à la recherche de métastases hépatiques. Et ensuite, on va pouvoir instaurer le traitement.